Est-ce que vous savez quel est le lien entre un banc d'autobus, une politique de déneigement municipal et le temps alloué à un feu piéton? Avant de vous partager les secrets de l'univers, laissez-moi d'abord vous mettre en contexte. J'ai toujours été principalement une non-automobiliste. Premièrement, parce que l'idée de me payer une voiture pour aller à un travail qui servira environ le tiers du temps de payer une voiture ne m'a jamais particulièrement séduite, mais principalement parce que j'ai le souvenir très vif de mon père qui tente de m'apprendre à conduire en me faisant changer de voie sur un pont d'une grande artère de Sherbrooke. Et devant mon incompétence, redouble de commentaires passifs-agressifs, jusqu'au moment où je réalise que la seule solution, c'est de quitter l'automobile. J'avais donc éteint le moteur, laissant mon père côté passager dans la voie de gauche sur le pont, pour quitter sans jamais me retourner. Ce statut de non-automobiliste m'a toujours rendu la vie plus douce, mais m'a aussi fait vivre une panoplie de situations que j'ai longtemps pensées comme étant normales. J'ai toujours pensé que tout le monde gardait ses écouteurs, même sans musique, lorsqu'il marchait le soir pour revenir à la maison, à la fois pour avoir l'air occupé et assez poli pour ne pas répondre aux inconnus qui nous interpellaient. J'ai toujours pensé que c'était normal de faire des détours à pied, peu importe le temps que ça pouvait prendre, pour continuer de rester sur des rues fréquentées, achalandées et éclairées le soir venu. En tant que passagère des transports en commun, j'ai vite assimilé que j'allais prendre une toute petite place sur mon banc pendant que l'homme à mes côtés, confortablement, prenait un banc et demi, pratique en 2022 si répandue qu'elle répond au doux nom de manspreading. Vous comprendrez que j'ai rapidement opté pour le vélo. Mais aucun mode de transport n'est parfait et comme tous les cyclistes, je me suis habituée à me faire crier de temps à autre des bêtises par rapport à ma tenue, à ma simple présence sur la route, à ma façon de pédaler. J'ai même déjà reçu une demande en mariage dans le district de l'Hôtel-Dieu, au coin des rues Papineau, Murray et King, un mercredi matin, alors que nous, on va travailler très tôt et que certains gens rentrent très tard de fêter, et de la fenêtre de son Honda Civic, de me lancer de manière poétique. « Ton chum, t'as-tu dit que t'étais belle un matin? Parce que moi, je ne demanderais à rien que ça te marier. » Demande que j'ai malheureusement dû décliner. Donc certes, j'étais d'accord que c'était un peu inconfortable, toutes ces situations-là, mais j'assumais vraiment que ça allait être ça le restant de mes jours et que c'était à moi de m'habituer. Et je suis tombée enceinte. J'ai eu le droit à tous les conseils et leurs contraires par rapport à ma poursuite de la pratique du vélo d'hiver. Mon commentaire préféré entre tous ayant été « Mais là, si tu meurs, tu tues aussi le bébé? » Comme si ma mort à moi n'était pas suffisamment tragique. Donc cet hiver-là, je me suis acheté des pneus à clous, j'ai continué de rouler, mais ça venait de déclencher la tempête parfaite d'hormones dans le tapis, on ne se le cachera pas, de soudaines responsabilités d'un être tout autre à part entière, et surtout de ce raisonnement que je ne pouvais plus accepter que mes futurs enfants vivent dans cette société avec les mêmes mentalités. J'ai dû accepter que la mobilité dans la ville, ma ville, n'était pas faite pour les femmes. Et lorsque je l'ai admis, je me suis demandé comment ça avait pu me prendre autant de temps avant de le réaliser. Pourquoi elle serait faite pour les femmes, lorsque, historiquement, et encore largement aujourd'hui, elle est réfléchie par des hommes? Mais ça peut changer. On l'a vu avec les dernières élections municipales au Québec en 2021, une vague fantastique de femmes élues comme mairesses et comme conseillères municipales, donc déjà d'avoir des gens différents à des postes décisionnels. Ça peut changer, mais seulement si on est tous conscients en tant que société que cet enjeu-là existe et est bien réel. Je vous présente aujourd'hui des pistes de solutions qui sont absolument applicables ici comme ailleurs. Puis, ces pistes de solutions-là émanent toujours de ma posture de femme blanche, trentenaire, en santé, hétérosexuelle, donc sans aucune prétention de répondre à toutes les vulnérabilités de personnes qui peuvent être marginalisées différemment. Donc, avant de vous révéler ces solutions-là, je vous fais un bref portrait de Sherbrooke et des Sherbrookoises en moyenne, et ce sont des données qui sont absolument transposables à toute ville occidentale de taille moyenne. Les Sherbrookoises gagnent 80% du salaire des hommes. Au niveau de l'employabilité, elles sont davantage à temps partiel, et lorsqu'on les sonde pour la raison principale de ce temps partiel, c'est principalement pour prendre soin des enfants, de la famille, de la communauté, donc tout ce qu'on retrouve dans la sphère du care. Elles sont une cycliste utilitaire pour 7 hommes
et forment la majorité des passages dans les transports en commun. Tous ces facteurs-là, tous ces paramètres font que la mobilité est différente. Les femmes vivent une posture de surmobilité de par leur double tâche de travail, soit le travail du care et le travail rémunéré. Ça les incite donc à se déplacer beaucoup plus souvent que désiré pour répondre aux besoins de la famille, des conjoints, de la communauté. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Bien déjà, les femmes en position décisionnelle, telle que mentionnée, c'est un pas dans la bonne direction. Un autre outil assez efficace et simple est de faire une analyse différenciée selon le sexe lorsqu'on mène un projet, que ce soit une réfection de pistes cyclables, un changement d'itinéraire d'autobus, le déploiement de vélos en libre-service. C'est ce genre d'outil qui a permis à la municipalité de Karlsgoa, en Suède, c'est toujours un peu en Suède, ces initiatives-là incroyables, de faire un changement dans sa politique de déneigement municipal. On s'entend qu'il n'y a rien de plus neutre qu'une politique de déneigement municipal dans notre imaginaire et de moins sexy aussi. Mais grâce à cette analyse-là des données, elle s'est rendue compte que la façon classique dont elle déneigeait son réseau affectait davantage les femmes, puisque c'est celles-ci qui utilisaient les trottoirs, les vélos et les voies sécurisées pour les transports en commun afin d'aller porter les enfants à l'école et à la garderie, avant même de penser utiliser les grandes artères pour se déplacer vers les quartiers de tours à bureaux, de parcs industriels. Donc, en opérant un 180 degrés, la municipalité a priorisé les trottoirs, les pistes cyclables, oui, même en hiver, on espère ça à Sherbrooke sous peu, et aussi les voies de transport en commun, ce qui a eu pour double effet, un, d'augmenter la part de transport actif, ce à quoi on aurait pu s'attendre si on avait jasé entre nous, mais deux, ça a vraiment réduit aussi les coûts associés aux chutes et aux blessures sur glace, coûts qui se chiffraient à 2 fois ceux de la voirie en hiver. C'est aussi ce genre d'initiative, d'analyse différenciée selon le sexe, qui a permis à la Société de transport d'Edmonton, pas plus tard que l'année dernière, de changer sa tarification et sa réflexion par rapport au trajet. Même chose, ils ont analysé leurs données d'enquête origine-destination, se sont rendus compte que les femmes étaient leur clientèle principale, mais aussi que la tarification en place les désavantageait, puisque les passages étaient payés à la fois, donc à l'entrée. Ce qu'on retrouve dans ces origines-destination, dans les enquêtes origine-destination, c'est que majoritairement, les déplacements des hommes de la population active vont davantage ressembler à un départ de la maison du point A vers une arrivée au point B pour revenir simplement au point A. Ce qu'on retrouve dans ces mêmes enquêtes est que les déplacements des femmes sont davantage étoilés. Elles vont parcourir moins de kilomètres dans une même journée, mais sur différents tracés. Donc, on repart du point A de la maison, on peut déposer quelqu'un, que ce soit un enfant, que ce soit un père aidant qu'on va voir, donc au point B, aller au travail au point C, souvent profiter de l'heure du lunch pour aller à l'épicerie rapidement et revenir à la maison. Donc, ce qui faisait que la tarification était exorbitante et absolument non inclusive. En changeant leur tarification vers un truc uniformisé, qui se calculait seul, donc sans ajout de charge mentale, la Société de transport a non seulement favorisé les déplacements étoilés des femmes, mais évidemment, c'est toute la population qui en a bénéficié. Donc, on voit que, oui, la politique de déneigement municipal, oui, la tarification des autobus, mais si on y réfléchit, les chaises, la hauteur des marges d'un escalier conforme, ce sont des normes, des objets qui ont été réfléchis selon notre homme type moyen. Donc, on parle ici d'un spécimen d'1,70 m, 76 kg, avec, vous le remarquerez, des tibias parfaitement alignés pour une hauteur de siège conforme à 45 cm de hauteur. Les municipalités vont même jusqu'à réfléchir le temps de traverse d'un feu piéton sur cet homme type moyen, excluant donc d'emblée toute une frange de la population beaucoup plus vulnérable. Merci. Donc, ces exclusions sont un peu partout sans qu'on y réfléchisse. Ce sont des normes qu'on a adoptées. Ce sont comme les tests de collision routière. Vous savez, lorsqu'une voiture heurte très vite un mur avec 2 mannequins en styromousse ou en un autre matériau à l'intérieur, eh bien, c'est que dans la dernière décennie que la Grande-Bretagne a imposé aux constructeurs américains d'intégrer des mannequins femmes dans ces tests de collision. Donc, bien sûr, les constructeurs n'ont que pris notre homme type moyen et en ont fait une version réduite,
comme si les femmes n'étaient qu'une version réduite de la masculinité. Et donc, sans penser que la densité osseuse, l'espacement des vertèbres, les proportions pouvaient être différentes. Mais de toute manière, ils n'utilisent le mannequin femme que principalement sur le siège du passager. Donc, les données qui en ressortent sont insécures pour la majorité d'entre nous. Selon la Société d'assurance automobile du Québec, bien que les femmes soient beaucoup moins impliquées dans des accidents graves de la route, nous avons 50 % plus de chances d'être gravement blessées et 17 % plus de chances d'en mourir, puisque, bien sûr, les tests de collision reprennent notre homme type moyen d'1,70 m, 76 kg, avec des tibias permettant une assise confortable à 45 cm de hauteur. Une dernière exclusion sur laquelle on pourrait collectivement agir est plutôt symbolique, mais il s'agit de la toponymie. Donc, à Sherbrooke, 50 % de nos noms de rues, de ponts, de parcs viennent de personnages publics ou historiques. On peut penser au coin de rue Papineau, Murray ou devant le restaurant chez Louis, j'ai reçu ma demande en mariage. On remarquera ici l'ironie du sort. Et je ne vous parle pas là de seulement le patrimoine bâti d'il y a 200 ans où les femmes étaient complètement invisibilisées des sphères publiques. Je vous parle de la dernière parution sur le site de la Commission de la toponymie du Québec où le pont était honoré à M. Gilbert Desrosiers, avec comme mention un citoyen engagé dans sa communauté. Donc, j'ai aucun doute que Gilbert était incroyable, mais vraiment, il n'y avait aucun pendant féminin qui aurait pu faire pencher la balance des villes moyennes québécoises où 90 % des noms de rues portant un nom de personne sont masculins. Tant que les femmes vont être exclues de ces noms-là, de ponts, de rues, de parcs, il semblera normal que le terrain de jeu ne nous appartient pas. Mais ça peut tellement changer. On a des solutions qui nous apparaissent, on a une collectivité qui se mobilise. Ça peut changer, mais seulement avec l'aide de tout le monde d'entre nous. Travaillons ensemble pour que les générations futures ne puissent plus faire le lien entre le banc d'autobus, le temps de traverse à un feu piéton et la politique de déneigement municipal comme étant axée autour de l'homme blanc moyen d'1,70 m, 76 kg avec des tibias répondant à une hauteur de 45 cm, mais sur un collectif nous représentant davantage. Ayons la créativité et la bienveillance de transformer nos municipalités pour que plus personne n'ait à faussement mettre des écouteurs le soir pour se sentir en sécurité, à payer trop cher ses transports en commun ou à décliner des demandes en mariage de bord de rue.